Donc, Oumaima Farah, vous êtes vice-présidente de l'Ordre de Malte au Liban. Bonsoir. Oumaima Farah, vous vivez à Beyrouth, vous servez l'Ordre de Malte depuis 12 ans, l'Ordre de Malte qui est présent quasiment partout dans le pays, à travers des centres de santé primaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mode opératoire? Comment ça fonctionne? Oui, alors permettez-moi d'abord de fêter les 40 ans à Tulip. Merci pour tout le soutien et pour tout le soutien de l'industrie pharmaceutique, ô combien on en a besoin ces jours-ci avec la crise qui touche notre pays. Donc en fait, l'Ordre de Malte est présent au Liban depuis les années 50. Donc ça fait quand même plus de 60 ans qu'il est présent à travers ce qu'on appelle des centres médico-sociaux en collaboration avec beaucoup de partenaires dont de différentes confessions. Et c'est très important parce qu'on sait que le Liban, ce petit pays à 18 communautés religieuses, est un laboratoire de coexistence. Donc en fait, le premier centre médico-social a été créé en 57, mais le réseau s'est développé durant la guerre. Et je souhaite vraiment aujourd'hui la table ronde qui était avant nous avec la guerre en Ukraine, qu'elle ne perdure pas autant que la guerre libanaise et qu'on puisse trouver une solution pour la dignité de chacun. Et donc, le réseau de l'Ordre de Malte s'est étendu dans les régions limitrophes pour répondre donc à la crise, pour apporter le soin, qui est un droit pour tous finalement, pour apporter la justice, mais aussi pour apporter le soin de l'âme et être un message de paix et de coexistence, puisque c'était non seulement des soins de santé, mais c'était aussi un moyen de préserver la coexistence dans ce pays en guerre. Et donc, il ne faut pas oublier aujourd'hui que le Liban a vécu donc 15 ans de guerre civile, 15 ans d'occupation, une autre guerre en 2006, la crise des réfugiés, aujourd'hui avec 2 millions de réfugiés à peu près, donc qui représentent plus de la moitié de la population libanaise. Et aujourd'hui, la population libanaise qui se retrouve avec cette crise économique, cette crise financière, cette crise sociale et une crise humanitaire qui perdure. Quelqu'un a dit une crise chronique. Oui, c'est une crise chronique qui se retrouve donc aujourd'hui. Le Libanais se retrouve réfugié dans son propre pays puisqu'il reçoit moins d'aide que ce qu'aujourd'hui les réfugiés sont en train de recevoir. Et donc là, le rôle de l'Ordre de Malte et je pense des autres ONG qui sont présents bien sûr sur le terrain, c'est justement d'essayer de pallier à cette demande grandissante pour éviter ce qu'on appelle une guerre des pauvres. Et pour éviter donc cette montée de tension qui est très palpable aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question, les centres de soins de santé primaire. Donc, comme je l'ai dit, le Liban, donc l'Ordre de Malte au Liban s'est développé à travers des centres médico-sociaux. Après la guerre, donc la plupart des centres étaient des dispensaires, on va dire. Au Liban, il y a à peu près 1000 à 1500 dispensaires donc, qui prodiguent la consultation médicale et le médicament. Mais après la guerre, donc, le ministère de la Santé a repris un peu la main et en 2008 a instauré ce qu'on appelle le programme de soins de santé primaire et qu'il a légué aux ONG présentes ou qui étaient actifs sur le terrain au Liban pour gérer justement ces centres de soins de santé primaire selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et avec un système d'accréditation basé avec le ministère de la Santé, bien sûr, basé sur les normes canadiennes. Donc aujourd'hui, l'Ordre de Malte au Liban, à travers ces 40 projets sur l'ensemble du territoire, comme on a pu le voir dans la carte qui est passée, il a plus de 25 structures en fait qui offrent ces soins de santé primaire. Ça veut dire que c'est toute une panoplie de consultations médicales, mais aussi avec le médicament, le référencement, souvent au secondaire et tertiaire, les laboratoires, donc examens, etc. Et bien sûr avec toute une structure. Donc on gère à peu près 11 centres médico-sociaux, 11 centres de soins de santé primaire directement liés à l'Ordre de Malte, avec 5 centres partenaires avec différentes confessions, mais aussi avec l'armée libanaise, avec la Direction générale de la Sûreté générale. Nous avons 7 unités médicales mobiles donc, qui vont vers l'autre, parce qu'aujourd'hui, avec la crise du fioul et l'inflation, les gens ne peuvent pas venir à nous, donc on se rend chez eux, avec aussi une structure d'antenne médicale fixe aussi, et d'antenne médicale mobile.
Par qui sont fréquentés vos centres de santé? Quel est le profil de ces patients? J'imagine que le profil a changé au fil des années. Oui, nécessairement, le profil a beaucoup changé, et pas seulement au fil des années, au fil des 2 dernières années. Donc, il y a eu un déclassement social inimaginable. Toute une classe moyenne qui avait donc travaillé toute sa vie, qui avait mis ses économies de côté, qui payait sa sécurité sociale. Aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Donc, les personnes qui pouvaient se le permettre, en général, le système n'est pas un système de santé publique au Liban, il est plus axé sur le privé. Et beaucoup de personnes, donc ces personnes-là de la classe moyenne, pouvaient se payer donc les assurances et aller se faire soigner dans le privé. Aujourd'hui, la sécurité sociale ne vaut plus rien. On n'a pas parlé de la dévaluation de la livre qui est très importante. Juste pour vous donner une idée un peu, $1 vaut toujours, au taux officiel, 1507 livres libanaises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, $1 vaut 57 000 livres libanaises. Donc c'est pour vous dire, une consultation médicale, par exemple, dans le privé qui coûtait 75 000 livres, qui était déjà assez cher, donc qui valait $50. Aujourd'hui, elle vaut à peu près 3 millions de livres, alors que le SMIC est à $300, donc l'équivalent de 450 000 livres libanaises. Donc c'est à peu près, on parle de 80% de la population qui a été appauvrie. Aujourd'hui, malheureusement, donc, les personnes qui fréquentent nos centres sont les personnes de cette classe moyenne. Et ça a été très difficile parce que, bon, en général, dans la mentalité des Libanais, les Libanais ont beaucoup de dignité, on va dire. Et ça a toujours été très tabou de fréquenter ce qu'ils appellent jusqu'à aujourd'hui même des dispensaires. Donc, c'était assez mal vu d'aller dans un dispensaire. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment le choix, et on a dû beaucoup travailler avec le ministère de la Santé, j'imagine vous aussi, pour faire passer le message comme quoi les centres de soins de santé primaire sont des centres de qualité, des centres d'excellence. Et c'est pourquoi, en l'espace de 2 ans, nous avons dû refondre toute l'infrastructure grâce à des partenaires, heureusement, qui se sont tenus à nos côtés. Nous avons restructuré tous nos centres, nous avons fait des formations à tous nos agents de santé. C'était très difficile pour ces personnes donc, de la classe moyenne de venir dans nos centres, parce que déjà elles se sentaient diminuées, elles sentaient leur dignité bafouée, elles sentaient qu'elles venaient mendier quelque chose auquel elles n'étaient pas supposées. Puisqu'elle avait travaillé toute sa vie, avait mis ses économies de côté. Aujourd'hui, ces personnes de la classe moyenne qui ont leur argent bloqué dans les banques ne peuvent avoir que $200 par mois au compte-gouttes, et encore. Donc, déjà, elles venaient chez nous dans nos centres, et avec une certaine agressivité, on va dire. Et c'était très difficile aussi de former nos agents de santé qui passaient par la même crise aussi, à les accueillir. Donc, non seulement on a travaillé donc, sur toute la restructuration de l'infrastructure, mais aussi la formation de tous nos agents de santé, et pour pallier aussi à ces médecins, puisqu'on sait très bien qu'au Liban, en fait, on a un système de santé qui allait très bien, qui attirait toute la région, qui rayonnait, en fait, et aujourd'hui, qui est touché de plein fouet déjà par l'explosion, mais aussi par l'inflation et par tout le contexte socio-économique. Donc, nous avons aussi ouvert nos portes à ces médecins, justement, pour les empêcher de quitter, en leur disant, venez faire des vacations dans nos centres. Vous apportez l'excellence. Et deuxièmement, je dois avouer aussi que le rôle de Tulip était très important, parce qu'à une époque où il y a une pénurie de médicaments, et on retrouve très souvent des médicaments génériques de très mauvaise qualité sur le marché et avec une très grande pénurie, en fait, les gens se sont repliés dans nos centres parce que de bouche à oreille, ils ont su qu'on avait un très bon médicament. Et donc, ce qui fait que les gens venaient d'abord chez nous dans nos centres pour acquérir le médicament de bonne qualité. Et en fait, ils ont compris le système de soins de santé primaire. Ce qui fait que petit à petit, on est passé... Je vous donne un exemple d'un de nos centres qui est le plus proche de Beyrouth, où il accueillait 60 à 80 patients par jour. Aujourd'hui, il accueille plus de 500 patients par jour. Et donc... Le rôle de Tulip a vraiment beaucoup influencé pour que ces personnes-là, déjà qui avaient donc leur dignité bafouée, venaient, d'abord pour la qualité de médicaments, et ont compris aussi la qualité de l'offre de soins que nous donnions. Et ça, c'était très important. Et l'année passée, on a pu couvrir à peu près 20% de la demande en consultation subventionnée, ce qui est énorme pour un si petit pays. Oumaima, je voudrais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de l'inflation, de la hausse du prix du médicament. Quelles sont les conséquences de tout ça? Où est-ce que les Libanais se procurent et comment ils se procurent des médicaments?
Alors c'est là justement le problème, c'est d'avoir accès aux médicaments de qualité. Parce qu'aujourd'hui, donc le médicament jusqu'à 2021 était subventionné par la Banque centrale. Aujourd'hui, avec la levée des subventions, donc très souvent le médicament est soit introuvable, soit si on le trouve, il a des prix exorbitants. Et donc le problème, c'est que ça ouvre le champ à des médicaments importés illégalement. Aujourd'hui, donc les laboratoires de tests, donc de contrôle de qualité nationaux ne sont pas on va dire inexistant. Il y a un certain contrôle, mais il n'est pas très fiable, malheureusement. Et donc, on voit souvent sur le marché un médicament générique de mauvaise qualité qui vient de sources non fiables. Donc, alors il y a deux choses. Soit les personnes qui prennent donc ce genre de médicaments se retrouvent hospitalisées, soit par peur de se retrouver avec des médicaments justement de sources non fiables, les gens évitent de prendre leurs médicaments et se retrouvent aussi hospitalisés. Avec cet impact-là, beaucoup de gens aussi commencent à prendre une dose sur 3, par exemple, de leurs médicaments pour pouvoir continuer à pallier. Beaucoup de gens se replient donc sur leur famille, sur leurs amis pour pouvoir accéder aux médicaments, leur demandant d'acheter nous-mêmes, bien qu'on ait nos médicaments dans nos structures à chaque fois qu'on part en voyage. On a toute une liste de familles et d'amis, amenez-nous les médicaments, voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens donc pour pouvoir profiter des médicaments que nous avons dans nos centres, il faut être inscrit. Et donc, il y a tout un triage sur la santé, aussi du cas de vulnérabilité. Donc, même si le médicament, les gens peuvent se permettre d'acheter le médicament, ils ne peuvent pas l'avoir de chez nous, sauf s'ils font ce cas de vulnérabilité. Donc, les gens qui sont aisés et qui ont les moyens, très souvent, ne trouvent pas le médicament sur le marché. Et donc, vont aller s'approvisionner ailleurs, et parfois, malheureusement, aux dépens de la qualité du médicament. Donc il y a un marché noir aujourd'hui. Oui, certainement, il y a un marché noir et il y a malheureusement, vu que nous avons des frontières poreuses et que nous avons des partis politiques qui prennent en otage les différentes entrées, on va dire, au Liban, que ce soit l'aéroport ou le port, très souvent, ce qui est affrété n'est pas contrôlable. Donc on vit vraiment dans une situation déplorable, je vais être politiquement correcte et dire voilà ce mot-là. Oumaima, on a parlé tout à l'heure de l'inflation, du prix des consultations. Est-ce qu'il y a d'autres freins à l'accès à la santé aujourd'hui au Liban? Est-ce qu'il y a une perte de confiance aussi dans le système de santé? Je ne pense pas qu'il y a vraiment une perte de confiance dans le sens où on a encore de très bons médecins. L'idée, c'est d'essayer de les garder, justement, et de donner plus accès aux gens. Aujourd'hui, le pays est dollarisé. Donc, si on veut aller faire une consultation médicale dans le privé, il faut payer en dollars, en cash, et pour avoir accès aux soins. Donc malheureusement, le problème, c'est un problème typiquement financier. On a encore de très bons médecins. On a beaucoup de médecins qui ont quitté, qui ont décidé aussi de revenir. Mais il faut pouvoir aussi les garder et leur donner la chance. Le problème, c'est aussi la volatilisation des consultations, des prix. Donc aujourd'hui, chacun met son prix, le prix qu'il veut. Et puis le patient, s'il peut se permettre, il va. S'il ne peut pas se permettre, il ne va pas. Et c'est d'où le rôle justement d'unifier quelque part la tarification dans nos centres, qui aujourd'hui est à un prix symbolique. Mais c'est important de faire participer aussi le patient à son accès aux soins. Ce qu'on fait beaucoup aussi dans les centres de soins de santé primaire, c'est la sensibilisation. C'est aussi beaucoup l'éducation et des campagnes médicales. Donc, pour pouvoir déjà diminuer le portefeuille du gouvernement par rapport aux soins hospitaliers. Donc chaque mois à peu près, on a des campagnes médicales où on fait un dépistage aussi et on offre aussi les traitements. Ce qui est très important aussi, c'est les maladies qui sont oubliées. Donc les maladies neurodégénératives, le cancer malheureusement est un fléau. Nous, comme nous sommes on fait partie donc du programme de soins de santé primaire, on n'a pas le droit de donner le médicament oncologique ou des psychotropes. Mais ce qu'on a fait pour pallier justement à cette demande et pour alléger un peu le fardeau sur ces patients-là, sur ces maladies très souvent négligées en période de crise, c'est qu'on a ouvert aussi une clinique spécialisée, de soins spécialisés, donc où on offre les consultations avec des médecins
des médecins universitaires, des consultations, le suivi, les examens médicaux et parfois aussi on a dû avoir recours au référencement, donc prendre en charge aussi les opérations, ce qui est en plus de ce qu'on a d'habitude de faire, mais c'est pour se tenir à côté de la population, donc dans les maladies neurodégénératives, l'oncologie et surtout aussi beaucoup la santé mentale. Oumaima Farah, à l'Ordre de Malte, vous avez des manques justement criants de tel ou tel médicament ou pour traiter telle ou telle pathologie? Alors, comme je l'ai dit, nous, dans les centres de soins de santé primaire, c'est surtout les maladies chroniques, donc les médicaments chroniques et d'autres classes, comme les hypertrophies de la prostate, l'ostéoporose, anti-inflammatoire. Enfin, on a un manque tout le temps de tout. Et la raison de ce manque-là, c'est parce que la demande est tellement grandissante. On est très souvent en pénurie. Aujourd'hui, alors je vous parle aussi, on est obligé de diminuer les doses qu'on prescrit aux différents patients qui viennent chez nous en attendant un ravitaillement. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que à travers finalement cet accès aux soins que l'on est en train d'offrir, on est en train de rétablir aussi la dignité de ces personnes qui a été bafouée. C'est comme le contexte, Dr Haddad disait au Liban, de la corruption endémique malheureusement et de ce confessionnalisme qu'on a au Liban. Finalement, le peuple est pris en otage. C'est un peuple qui est dans le coma. Et quand on est dans le coma, on ne peut pas demander à un peuple de se relever seul. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi pour vous remercier de vous tenir à nos côtés, afin que nous puissions relever ces gens, leur donner l'accès à leurs droits basiques. Et c'est une fois qu'ils ont accès à leurs droits basiques qu'il n'y a plus ce besoin de clientélisme et d'aller faire partie de ce confessionnalisme instrumentalisé politiquement, et que ces personnes-là, lorsqu'elles retrouvent leur dignité, elles deviennent elles-mêmes vecteurs de changement. Et nous croyons fermement en ce changement de société une fois que ces personnes sont remises debout et la tête haute. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Alors on a le temps de prendre une ou deux questions maximum, si certains d'entre vous ont des questions à poser. Oui, le Liban, c'est une formidable mosaïque de confessions religieuses. L'Ordre de Malte, c'est un formidable succès. Alors comment vous avez fait pour fédérer toutes ces communautés autour de ce projet Liban? C'est un travail, je pense, de longue haleine, puisqu'on est présent quand même au Liban depuis 60 ans. D'abord, l'Ordre de Malte a une convention avec l'État libanais, donc c'est l'Ordre souverain de Malte avec la République libanaise. Nous travaillons très étroitement avec les différents ministères. Mais ce qui est très important, c'est l'Ordre de Malte est un ordre catholique, bien sûr, mais c'est une croix qui est ouverte à tous et qui a été implantée justement un peu partout sur l'ensemble du territoire libanais, dans les régions à minorité, justement parce qu'il y a toujours eu ce besoin d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Donc l'idée n'est pas vraiment d'aller vers les minorités et de les ghettoiser. Au contraire, c'est de les permettre de s'ouvrir à l'autre, puisque comme le pape Saint Jean-Paul II a dit, le Liban est plus qu'une nation, c'est un message pour le monde. Et nous croyons fermement en ce message. C'est pour ça que nous avons développé beaucoup de partenariats avec les différentes confessions. Nous travaillons très étroitement avec la plus haute instance sunnite Dar el-Fatwa. Nous travaillons avec les Druzes. Nous travaillons avec les Chiites, avec la fondation Imam Sadr, avec laquelle nous avons une relation très étroite depuis plus de 30 ans. On voit de manière, on va dire, exceptionnelle peut-être, l'infirmière voilée qui porte la croix de l'ordre. En fait, dans les mentalités communes, on va dire, lorsqu'il y a une église, on voit une mosquée en face. Ce qui est beau avec le message de la Croix de l'Ordre, qui est un message d'amour, de paix, qui finalement est un pont avec toutes les différentes religions pour construire des ponts et détruire les murs. C'est justement ce message d'amour, de coexistence qui est à égale distance de tout le monde, ce qui nous a permis d'aller vers l'autre et de croire finalement et de défendre ce Liban pays message que je pense, si on lui donne le droit d'exister, peut devenir un modèle finalement pour la région et pourquoi pas pour le monde.